De Muammar Kadhafi, la Sensad était tombée dans une léthargie après la mort du guide libyen. Une dizaine de chefs d'État, dont le président du Faso, prend part donc à la rencontre de ce matin, donc du sommet dit de la refondation. Et puis au Burkina, c'est un changement positif qui est attendu dans le domaine des télécommunications et de l'accès à l'Internet. À partir de 2016, il n'y aurait plus de problème de connectivité. Plus de 10 milliards de francs CFA ont été injectés dans un projet et est porté depuis 2011 par le ministère de l'économie numérique et des postes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à cette session d'information. Et nous prenons la direction de N'Djamena au Tchad où s'est ouvert ce matin le sommet extraordinaire des chefs d'État de la Sensad. En prélude à cette rencontre de haut niveau, les ministres des Affaires étrangères et du Conseil exécutif se sont penchés sur les textes qui vont refonder les institutions de l'espace communautaire. L'enjeu est de recadrer les objectifs de la Sensad pour un développement économique plus harmonieux. Le résumé des travaux avec nos envoyés spéciaux, Alidou Badini et Amadou Ardodiko. Refonder la Sensad tout en recentrant ses objectifs autour des thèmes d'actualité tels la sécurité, la lutte contre la désertification, la création d'emplois et d'infrastructures, c'est l'enjeu de cette session extraordinaire du conseil exécutif de cette institution créée en 1998 à Tripoli. L'intérêt de la session de N'Djamena, c'est de travailler à redonner un nouveau visage à la Sensad à travers l'adoption de nouveaux textes qui vont refonder l'institution pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en matière de paix et de sécurité et en matière de développement durable. Donc c'est là l'intérêt de la session en cours. Au cours de la réunion, les ministres en charge, donc les ministres membres du Conseil exécutif ont eu à examiner un certain nombre de textes. Il y en a eu 4. Il y a d'abord le traité révisé de la Sensad. Il y a le règlement intérieur de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le règlement intérieur du Conseil exécutif, il y a le règlement, les statuts du personnel et le règlement du personnel. Donc ça fait un ensemble de textes qui vont redonner donc un nouveau visage donc à la Sensad. Après la disparition du guide de la révolution d'El Fateh Muammar El Kadhafi, les 28 pays membres de la Sensad envisagent de refonder cette institution pour qu'elle s'adapte au contexte du moment et qu'elle réponde aux préoccupations des populations énoncées en termes de sécurité et de création d'emplois. Un sommet extraordinaire auquel prendra part le président du Faso qui est attendu ici à la Villa des Hôtes. En effet, le sommet de N'Djamena sera en principe celui du passage de la Sensad vers une communauté recentrée sur des objectifs de développement. Nos envoyés spéciaux sur place reviendront sur l'ouverture du sommet et les enjeux de la rencontre dans nos prochaines éditions. Plus de 33 milliards de francs CFA, c'est le montant d'une convention signée entre l'Union européenne et l'État burkinabé. Des fonds qui serviront à la mise en œuvre de la politique sectorielle dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, mais aussi ceux de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Les détails avec Badaniel Kambou. Par ce acte, l'Union européenne met à la disposition du Burkina 50 millions d'euros, soit environ 33 milliards de francs CFA. Un dynamisme de coopération qui vise à accompagner le Burkina dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Le premier volet de ce financement concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les populations les plus démunies dans les régions les plus affectées. Plus de 85 000 ménages, soit au total 500 000 personnes seront touchées par ce programme en faveur des plus pauvres de notre population. Le besoin en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire ou de résilience, comme on dit aujourd'hui, est apparu de façon croissante au cours des dernières années par la multiplication des crises qui font apparaître que c'est une situation structurelle et pas simplement des crises accidentelles. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, les Européens, ont décidé d'octroyer des crédits importants, des crédits supplémentaires en l'occurrence, en appui à ce secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le deuxième volet de ce financement concerne l'eau potable et l'assainissement. C'est un appui complémentaire de l'Union européenne au profit de ce secteur au regard des besoins sans cesse croissants constatés dans certaines régions malgré les efforts du Burkina. Cette enveloppe va permettre, en plus de l'amélioration des dispositions d'approvisionnement en eau potable, certaines réalisations physiques dans le domaine de l'assainissement.
Des latrines familiales seront construites et dans le milieu urbain comme dans le milieu rural, et des infrastructures aussi d'assainissement et sommaires pourront être construites au niveau des différentes zones qui sont vraiment exposées aux problèmes d'accès à l'eau potable et aux problèmes d'hygiène. Et ça permettra d'améliorer vraiment les pratiques d'hygiène dans les différentes zones identifiées. La thématique eau potable et assainissement fait partie des priorités de l'agenda international. C'est dans ce cadre que l'Union européenne a lancé son programme 1 milliard d'euros pour l'atteinte des objectifs du millénaire et dont le Burkina est bénéficiaire à travers ses différentes conventions. Le sida, le paludisme et la tuberculose sont des maladies dont l'impact est encore énorme sur les populations et font l'objet d'un forum national. Le Burkina Faso se pose pour faire l'évaluation du suivi des engagements pris pour éradiquer ces maladies. C'est une initiative de la CORAB, la coalition des réseaux et associations burkinabais qui ont l'appui de la Banque et du Fonds mondial. Le reportage est signé Claudine Bikaba. Le paludisme, le sida et la tuberculose sont des pathologies qui font ravage au sein de la population burkinabé. Pour venir à bout de ces endémies, la coalition des réseaux et associations burkinabé de lutte contre le VIH-Sida CORAB, avec le soutien de la Banque mondiale et du Fonds mondial, a initié ce forum national sous le thème « Quelle contribution des organisations de la société civile ?» L'objectif pour nous, à travers ce forum-là, c'est d'arriver à interpeller le gouvernement sur ses engagements, interpeller le gouvernement sur l'adéquation de ses engagements par rapport aux besoins des populations et interpeller le gouvernement sur les insuffisances qu'il y a souvent dans la mise en œuvre de ces engagements. Et bien sûr, faire la promotion des bonnes pratiques. Avoir un œil externe qui est l'œil des acteurs de la société civile permet au gouvernement aussi, en discutant avec eux, non seulement de donner l'information, mais aussi de recueillir leur point de vue sur la situation de mise en œuvre de nos engagements sur ces 3 maladies. Ces acteurs de la santé, des OSC et des autorités étatiques vont réfléchir ensemble et formuler des recommandations pertinentes en vue d'aider à la mise en œuvre des engagements pris par l'État pour éradiquer ces 3 pathologies pour une meilleure santé des populations. À l'occasion, le savoir-faire des OSC et les actions qu'elles mènent pour venir en aide aux personnes vulnérables, ce document en exposition a reçu la visite des participants. 3 morts et 4 blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de la route survenu le 14 février à l'entrée de Kokologo. Un véhicule de type 4x4 a dérivé pour des causes encore inconnues. Alassane Zéo et Viviane Tiendrebego étaient sur place. Que s'est-il passé pour que l'on en arrive à un tel désastre? Sur les lieux de l'accident, personne pour donner un début d'explication. Mais le constat est triste. Une moto calcinée sur la route, 2 corps sans vie sur le bas-côté et non loin, un véhicule 4x4 encastré dans ce qui était une maisonnette de stockage de carburant en vente libre. Le véhicule immatriculé au Burkina Faso transportait 4 passagers. Apparemment, ces difficultés auraient commencé ici. Il a traversé la route, arraché le panneau indiquant la ville de Kokologo avant de revenir sur sa voie de marche normale et de faucher à mort les 2 passagers de cette moto. Le véhicule a achevé sa course dans la maisonnette. En dehors du passager avant qui a été éjecté à environ 15 mètres du véhicule et qui a perdu la vie, les 3 autres blessés ont été évacués. Il en est de même pour la vendeuse de carburant. C'est justement confronté à ce genre de drame que l'on mesure l'ampleur de la tâche et du rôle des sapeurs-pompiers. 21 officiers africains en sont conscients. C'est pourquoi ils ont suivi une formation intensive pendant 6 mois à l'Institut supérieur d'études et de protection civile à Ouagadougou. De retour dans leurs pays respectifs, ces officiers de sapeurs-pompiers pourront occuper des postes de responsabilité. C'est Sylvetta. Ce sont là les premiers produits de l'Institut supérieur d'études et de protection civile. Tous des officiers, ils sont 21 lauréats de 11 nationalités africaines et ils viennent d'achever 6 mois de formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers. La formation a allié préparation physique et connaissances intellectuelles.
Entre autres modules qu'ils ont abordés avec leurs instructeurs, on peut citer le secourisme, les techniques d'extinction, la prévention d'incendie ou encore le management et la gestion des sinistres. C'est déjà une grande joie, mais en même temps me remettre en cause, car à chaque situation, une nouvelle manière de réfléchir. Et le plus important, c'est qu'on ait pu faire un 100%. Toute la promotion a pu avoir le diplôme. Et comme je l'ai dit dans mon discours, le plus grand concurrent de tout un chacun est soi-même. De retour dans leur pays, ces désormais officiers sapeurs-pompiers, chefs de garde incendie, pourront évoluer dans des structures de gestion des catastrophes ou conduire des opérations de protection des personnes et des biens. La devise « sauver ou périr » devra en tout temps et en tout lieu guider leurs actions. Vous savez que le métier de sapeur-pompier a beaucoup d'exigences. Nous-mêmes, nous avons vécu des calamités ici. Au niveau du Burkina Faso, nous savons combien justement ce métier est exigeant en matière de préparation physique, en matière d'intelligence, en matière de solidarité. Et justement, il faut cultiver ces vertus-là afin d'être à la hauteur des défis et des catastrophes naturelles. Dans le monde entier aussi, il y a des exemples de catastrophes qui ont fait le tour du monde et pour lesquels vous avez vu les sapeurs-pompiers à l'œuvre. Il faudrait justement que les sapeurs-pompiers africains soient à la hauteur des standards internationaux. Cette formation des officiers sapeurs-pompiers, première du genre en Afrique, est le fruit de la coopération franco-africaine. Une coopération qui a permis la création de l'Institut supérieur d'études et de protection civile à Ouagadougou. Comme à tout début, les difficultés ne manquent pas. Manque d'infrastructures, de piscines, de matériel et d'engins roulants. Des difficultés que la hiérarchie militaire et ses partenaires entendent surmonter au fil des années. Il s'agit de former convenablement les officiers sapeurs-pompiers dans une vision panafricaine. Des officiers qui pourront conduire des opérations de grande envergure. Pour leur part, ils composent la promotion rigueur et intégrité et sont au nombre de 35. Et ces agents du ministère de l'économie et des finances ont acquis de nouvelles compétences en matière d'audit et contrôle de gestion. Leur parchemin en main, ils sont fiers d'apporter leur savoir-faire au développement du pays. Nicolas Zigani. Ces agents sont désormais mieux outillés en connaissances approfondies pour exercer leur travail avec ce master en audit et contrôle de gestion basé sur le risque dans le secteur public. Ils ont suivi avec brio cette formation qui se veut panafricain en phase avec les directives de l'UEMOA et en même temps de créer des conditions favorables pour la réussite de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. C'est vraiment un grand pas vers une modernisation du système de contrôle, un grand pas pour plus d'efficacité et surtout des résultats dans le corps de contrôle. Et je félicite vraiment le partenaire qui a été établi et souhaiter qu'on puisse poursuivre cette formation et permettre à nos différents auditeurs de pouvoir être outillés pour véritablement répondre aux attentes. Les populations, enfin tout, c'est quoi? Ils veulent qu'on puisse satisfaire leurs besoins primaires. Et il faut que le contrôle puisse contribuer à cela. La bonne gouvernance en matière économique et financière exige la formation de cadres compétents pour exercer au mieux l'exécution des tâches. C'est un corps qui est prépondérant dans la vie d'une administration. Et ça permet de faire une bonne gouvernance et puis de travailler dans de meilleures conditions. Ce que je leur souhaite, c'est qu'ils réussissent dans ce métier-là en faisant leurs tâches et en assurant au fond la sécurité à l'État, aux populations et à tous les parties prenantes de l'administration. Les 35 lauréats avec leur parchemin en main sont prêts à affronter les nouveaux défis avec plus de professionnalisme. Et cela va nous permettre effectivement d'accompagner nos autres collaborateurs qui n'ont pas reçu cette formation et les collaborateurs des autres structures de notre ministère à mieux identifier les risques et à développer vraiment des mécanismes de stratégie appropriés pour vraiment les juguler et se donner vraiment les chances d'atteindre les objectifs de gestion que nous nous sommes fixés. Cette formation de haut niveau s'est déroulée grâce aux efforts conjugués de l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte, de l'École nationale des régies financières ENAREF et le Centre de recherche panafricain en management pour le développement, CERPAMAD. Le début de cours pour la deuxième promotion est fixé pour le mois d'octobre 2013.
La performance des collectivités territoriales dépend aussi de l'engagement des populations dans la vie de leur localité. Le projet Pacte, programme d'appui aux collectivités territoriales, lance à cet effet ses activités et c'est la ville de Dori qui a abrité l'événement. Il s'agira de motiver les populations pour renforcer la surveillance communautaire. Symphorien Samda. Le programme d'appui aux collectivités locales PACT est un projet financé par la Banque mondiale. Il permet aux collectivités locales d'augmenter leurs possibilités d'atteindre leurs objectifs de développement. Dans le Sahel, c'est l'association Nord et Noto, une ONG intervenant à Dori qui assure la mise en œuvre des activités du PACT dans les 26 communes. Pour ce qui concerne les autorités locales, donc les élus locaux, ça concernera beaucoup de renforcement des capacités. Nous avons beaucoup d'appuis formatifs pour renforcer les capacités des élus à mettre en œuvre notamment les programmes, par exemple, de développement locaux. Et ça, c'est une partie en réalité des activités de la composante. L'autre partie, c'est promouvoir la participation des citoyens à la gestion de leur collectivité. Et le programme met un accent particulier sur cet aspect-là. Parce qu'il faut que les citoyens arrivent à participer à la prise de décision au niveau local. Et pour ça, nous avons un axe sur la sensibilisation des acteurs où il y aura beaucoup d'émissions, par exemple radio de sensibilisation. Et on va promouvoir et dynamiser les cadres de concertation au niveau des collectivités. Pour ce programme, la commune de Dori va bénéficier d'un montant de 200 millions de francs CFA et ce pendant 4 ans. Un montant qui va permettre à cette commune de se développer. Et nous sommes en train d'élaborer notre plan de développement institutionnel. Notre plan est déjà prêt et c'est sur cette base-là que nous voudrions négocier avec le PACT du point de vue de sa mise en œuvre. Nous espérons que les autres collectivités, qu'elles soient urbaines ou qu'elles soient rurales, il faut également qu'elles se livrent à cet exercice-là, car du point de vue ressources substantielles, c'est quand même le seul moyen par lequel on peut s'assurer de disposer en temps réel des ressources dont on a besoin. Et pour le gouverneur de la région du Sahel, l'objectif du développement que les uns et les autres partagent doit guider chacun dans les relations et la collaboration afin de garantir une synergie pour l'atteinte de leurs objectifs. 2016, c'est la date butoir pour la fin des difficultés liées à l'accès à Internet et au réseau de téléphonie mobile. C'est la date fixée par le projet régional des infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest, lancé au Burkina Faso en 2011. Cette année, le projet est à sa phase de réalisation et les 10 milliards de francs CFA qui y sont injectés devront permettre d'améliorer la qualité de la connectivité au Burkina et avec le reste du monde. Estelle Judith Asokba nous en dit plus. Le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes veut donner une nouvelle impulsion à son secteur avec de grandes ambitions. Il s'agit du projet régional des infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest, PICAO-BF. Lancé depuis 2011, ce projet entre dans sa phase de réalisation et va s'exécuter jusqu'en 2016. Ce vaste programme va mobiliser 10 milliards 350 millions de nos francs et renferme beaucoup d'avantages. Ce projet viendra en fait soutenir les activités globales en matière de développement des TIC au Burkina, puisqu'il va permettre de connecter, d'améliorer la connectivité au niveau de notre pays et permettre aussi de créer des emplois, parce qu'il y a des projets de pose de fibres optiques par exemple, et aussi de renforcer les capacités institutionnelles de notre pays et l'accompagnement des ministères. Non seulement on n'aura plus de connexion, on n'aura plus de problème de connexion Internet, mais le projet a pour ambition de réduire de manière considérable les coûts de connexion. Les acteurs du ministère de tutelle et les opérateurs de téléphonie mobile sont partie prenante à cette deuxième session du comité de pilotage. Ils vont valider le compte-rendu des travaux de la session précédente et soumettre à l'approbation le programme d'activité à entreprendre. Les principales activités se résument notamment à la réalisation d'un certain nombre d'études au profit de la Direction générale des télécommunications, au profit de l'ARCEP,
la mise en place d'assistance technique au profit du ministère et le démarrage des études pour la construction de la fibre optique entre Ouaga et Paga au niveau de la frontière du Ghana. Lorsque l'infrastructure sera livrée, ces acteurs auront un rôle important à jouer. Pour ce faire, ils devraient s'approprier le projet afin d'assurer sa mise en œuvre efficace. Et de cette TIC, la communication en a besoin pour son développement. Un développement qui passe aussi par la reconnaissance du travail des hommes de médias. Les prix Gallian, qui récompensent le travail des professionnels de ce corps de métier, fait l'objet d'un atelier de réflexion. Le ministère de la Communication évalue les forces et les faiblesses de ce prix pour mieux aborder l'avenir. Le point avec Kadi Sanogo. Initié par le ministère de la Communication, c'est en 1998 que s'est déroulée la première édition des prix Gallian. Ce concours vise à promouvoir les différents corps de métier de la presse écrite et audiovisuelle, mais aussi de la publicité, à travers une saine émulation entre les professionnels des médias et de la communication. Après 15 éditions, il est nécessaire de faire une halte pour échanger sur la vie des prix Gallian afin de dégager des pistes qui vont donner un nouvel élan à la manifestation. Cet atelier est une opportunité pour les acteurs du domaine de la presse et de la communication de discuter autour du thème « Évaluation des prix Gallian, forces, faiblesses et perspectives ». Il est temps que nous posions le débat, la réflexion bilan et en vue de tenir compte des nouvelles évolutions même de la profession. Et vous savez que, pour ne citer que le cas de la presse en ligne, il y a des nouvelles orientations qu'il faille donner au prix Gallian pour que l'ensemble de la presse, publique comme privée, et de tous les gens, puissent se reconnaître à travers cette ligne de communicateurs. Et donc cet atelier nous aide pour faire le consensus autour des prix Gallian, mais aussi pour redessiner les prix Gallian à la faveur du contexte actuel en vue de lui donner de meilleures perspectives. Une rencontre qui va permettre aux professionnels des médias d'adopter une feuille de route consensuelle autour du concours des prix Gallian. Toute chose qui va permettre aux journalistes du Burkina de se reconnaître à travers ces prix qui récompensent chaque année les plus méritants. Des poèmes qui décrivent les mots de la jeunesse africaine, Soumaïla Sawadogo en a écrit plusieurs, regroupés dans un recueil de 44 pages. Dans cette œuvre littéraire, l'auteur n'est pas en retrait puisqu'il propose sa vision pour résorber ces difficultés. Et demain, jeunesse africaine, c'est le titre de l'œuvre présentée à la presse en présence de Ramatou Zida et Symphorien Somda. Et demain, jeunesse africaine, c'est le titre du premier ouvrage littéraire de Soumaïla Sawadogo qui signe son entrée dans le cercle des hommes des lettres du Burkina. C'est un recueil de 20 poèmes. Il aborde des thèmes variés tels que l'amour, la femme et surtout la jeunesse. L'auteur interpelle et invite la jeunesse à prendre une part active à son propre devenir. Le recueil donc, est un réquisitoire donc, des problèmes de la jeunesse, mais aussi surtout le VIH-Sida. Donc il interpelle à la jeunesse africaine qui doit ne pas toujours tous attendre de l'État, mais la jeunesse elle-même doit en tout cas s'engager, s'investir pour réussir. Des fois à l'avenir de la jeunesse, parce que dans tous mes poèmes se terminent par des vers d'espoir. Pour dire que malgré les difficultés, malgré tous les problèmes, il y a espoir. L'Afrique, c'est le continent de la richesse. L'Afrique, c'est le continent de la jeunesse. Et avec cette richesse, avec cette jeunesse, on peut toujours aller de l'avant. Il s'agit de savoir s'y prendre. Des notes d'espoir vécues à travers les déclamations ont ponctué cette cérémonie de baptême. L'œuvre de Soumaïla Sawadogo est un trait d'union entre la culture et la jeunesse. En plus de s'inscrire dans une dynamique d'éveil de conscience, elle met également l'accent sur la responsabilité des dirigeants et des parents dans la quête de l'éclosion et de l'épanouissement de la jeunesse africaine.